Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, le décret, une rapide présentation d'Enedis, même si j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent. Donc, nous pilotons un réseau assez gigantesque, puisqu'il fait 1 400 000 km de lignes, donc à peu près 35 fois le tour de la Terre, qui est toujours, plus connecté, intelligent, bidirectionnel dans le sens où avant, c'était assez simple. Les électrons venaient de la production en passant par le transport et on les distribuait jusqu'au client. Aujourd'hui, on a des sources de production décentralisées. On remonte parfois de l'électricité sur le réseau de transport. Donc, voilà, tout le paradigme d'exploitation du réseau de distribution en France a beaucoup évolué ces 15 dernières années. Et tiens, je vais faire un petit peu de pub, Xavier, si tu m'autorises. On a eu cette semaine le bonheur d'apprendre que nous avions gagné un prix du distributeur le plus smart sur l'année 2021, donc au niveau mondial. Alors, Bravo. Merci. Quelques chiffres, donc 38 000 salariés, on est présent sur pratiquement toute la France, 95% du territoire, 14 milliards de chiffre d'affaires, 4 milliards d'euros d'investissement par an sur le réseau pour le moderniser et pour raccorder notamment toutes les ENR. Et puis une prévision d'investissement d'ici 2035 qui est d'ailleurs en train d'être réactualisée, et ça sera à la hausse, de donc plus de 70 milliards d'euros. Donc voilà quelques éléments concernant Enedis. Maintenant, une question. Un petit quiz, donc Xavier, je te laisserai prendre la main. Sur quelle période est-il possible, dans le cadre du décret tertiaire, de choisir son année de référence pour le calcul des objectifs en valeur relative? Le A, 2010-2019, le B, 2011-2019, C, 2011-2020 et D, 2010-2021. Voilà, je crois qu'il y a un petit piège dans cette question, mais on vous laisse répondre parce que c'est pas évident. Allez, on vous laisse 10 secondes pour répondre à cette question. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, je vois que vous êtes en train de voter. Allez, je mets fin au vote et je partage les résultats. Frédéric, voilà, 44%, c'est 2010-2019. Qu'est-ce qu'il en est alors, Frédéric? Alors, ce qu'il en est, je vais peut-être passer la slide suivante. Allons-y. Il faut, sur la barre d'espace, il faut appuyer parce que pour reprendre la main. Oui. Alors. Vous faites un clic avec la souris peut-être? Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'était la réponse A, donc 44%, je crois, puisque 2020 est considéré comme est une année non représentative. Et puis, par contre, ça sera 2021 qui sera retenu par défaut si aucun choix n'est enregistré j'y reviendrai, d'ici septembre 2022 sur Opérat. Très bien. Je te laisse avancer. Alors, quelques rappels, mais très vite, puisque suite à la table ronde, je pense que ça a été clair. Donc, ce qui est concerné par le décret tertiaire, les bâtiments existants à usage tertiaire de plus de 1000 m². Les modalités de suivi et sanctions, Xavier, tout à l'heure, tu parlais du name and shame. Donc, effectivement, les consommations énergétiques sont envoyées sur une plateforme gérée par l'ADEME. Et en cas de non-respect, il y a à la fois des amendes et on pointe du doigt, donc le fameux name and shame, les mauvais élèves. J'avance assez rapidement. S'il y a des questions, bien sûr, je reviendrai. Donc, qu'est-ce que prévoient les textes? Les textes prévoient que la plateforme Opérat, qui est mise à disposition par l'ADEME, que ce soit un véritable outil d'accompagnement des acteurs publics ou privés dans la transition énergétique. Donc, c'est une plateforme qui va permettre d'enregistrer, de piloter les consommations d'énergie des bâtiments tertiaires. Donc, différentes fonctionnalités, une fonctionnalité de benchmark et puis une fonctionnalité qui va permettre aux gestionnaires de bâtiments d'avoir une évaluation annuelle de leur performance énergétique pour tout ou partie de leur patrimoine par rapport donc à l'année de référence. Alors, ça a été rappelé également tout à l'heure, les grandes dates clés actualisées pour l'application Opérat. Donc, dès aujourd'hui, vous pouvez créer un compte et saisir vos éléments bâtimentaires. À compter du 1er avril 2022, donc
vous pouvez saisir l'année de référence et donc la consommation associée. Et puis donc le 30 septembre. Alors, tout à l'heure, je crois qu'il a une. C'est toi, Xavier, qui avait parlé du 1er septembre. Oui, j'ai dit une bêtise. Martha l'a relevé, oui. D'accord. Donc, effectivement, 30 septembre, la date limite pour saisir les consommations. Alors, 2020, 2021 et l'année de référence. Donc, voilà la fenêtre de tir qu'il faut retenir. Si je viens maintenant, alors tu voulais quelques nouveautés. Alors, c'est encore pas ce slide, Xavier, c'est le prochain. Donc, le rôle d'Enedis, c'est bien un rôle de fournisseur de données et de données fiables. Donc, première chose par rapport à la question quiz, effectivement, la bonne réponse était 2010-2019. Nous, sur l'historique, on ne pourra donner qu'à partir de 2011, on considère que l'année 2010 n'est pas bonne. Enfin, et pas complètement fiable. Concernant le flux, donc le flux, à partir de 2020, 2021, il y a deux possibilités pour les assujettis de renseigner leur consommation, le flux des consommations et les années ultérieures. La première, c'est de manière autonome. Donc voilà, des personnes qui ont leurs propres archives de factures, qui peuvent aller sur l'espace client de leur fournisseur ou d'Enedis, ou demander auprès d'une adresse mail générique, et qui donc sont autonomes sur la récupération ou l'archivage de leurs données de consommation pour leur PRM. PRM, c'est les points relève-mesure, c'est leur point de livraison. La deuxième manière, comme prévu, l'ADEME pourra récupérer de manière automatique, donc c'est le petit schéma que vous voyez dans le bas de l'écran. Je ne vais pas le détailler, mais voilà, il y a eu les deux systèmes d'information se parleront pour qu'à partir du moment où l'assujetti donne son consentement à l'ADEME via la plateforme Opérate, il y ait une récupération automatique des données par l'ADEME auprès d'Enedis. Donc voilà, pour le flux des consos 2020, 2021 et après, deux options. La première, de manière autonome, et il y a différentes manières, j'en ai noté 4 pour récupérer ces données de consommation. La deuxième, en donnant son consentement à l'ADEME. Maintenant, les nouveautés arrivent plutôt là par rapport à l'historique des consommations. Donc, un bref rappel. Au mois de juin, lors d'un même format qu'aujourd'hui, j'avais précisé que on venait d'apprendre que ça ne passerait pas par la plateforme Opérate. Ça avait été envisagé un temps. Et donc, on était devant un choix, savoir comment pallier ce manque, un peu à l'image du flux, donc avec cette liaison automatique entre le Opérate et Enedis. Donc, sans cela, comment faire pour être au service des assujettis, pour pouvoir les aider dans la récupération de leur historique. Alors, là aussi, deux options. La première, un peu sur la même manière que le slide précédent, de manière autonome, c'est-à-dire l'assujetti, il a ses historiques de consommation et donc il peut, à partir de là, choisir son année de référence. La deuxième, on va mettre en place, alors n'écrivez pas, j'hésitais à mettre l'adresse, donc je l'ai mise, mais n'écrivez pas aujourd'hui, elle ne fonctionne pas. À partir de janvier 2022, donc les assujettis qui le souhaitent pourront demander à Enedis par mail leur historique de consommation. Donc, il y aura une adresse mail normalisée que vous voyez, et puis il y aura un formulaire type, ça sera en fait un fichier Excel, je vous ai mis une copie d'écran en bas, ou des informations importantes pour qu'on puisse derrière répondre, donc raison sociale, numéro de SIRET, liste des points de livraison, des PRM et leur adresse. Et donc, l'envoi de ce fichier, de ce tableau type à cette adresse-là, permettra de récupérer très rapidement l'historique des consommations. Donc voilà la nouveauté par rapport au… La décision a été prise très récemment. Donc voilà, Xavier, la nouveauté de fin d'année 2021. Oui, ça c'est une grosse simplification. Là, juste, je reviens parce que c'était un gros point d'interrogation pour les collectivités pour récupérer toutes ces consommations et cet historique et pour établir son année de référence. Donc là, ça c'est un gros progrès que vous avez fait, hein, presque de semi-automatisation, parce qu'on envoie un fichier Excel. J'imagine derrière vous avez une moulinette qui vous permet de récupérer les informations, les renvoyer à la collectivité. Est-ce qu'on a une idée, là, je rebondis, hein, d'habitude j'interromps pas en cours de présentation, mais est-ce qu'on a une idée du temps
entre le moment où ça sera demandé, le moment où il y aura la réponse? Vous avez Alors, oui, alors on a une idée du temps pour les cas. Alors, je vais essayer de l'expliquer de manière claire sans rentrer dans les détails. Sur tout ce qui est puissance supérieure à 36 kVA, il n'y aura aucun souci. Ça sera un retour sous 48 heures. Je m'avance peut-être, mais c'est l'idée. Pour tout ce qui est, par contre, inférieur, alors, on n'a pas fait l'analyse pour savoir, parce qu'on parle de bâtiments quand même supérieurs à 1000 mètres carrés. Donc, potentiellement, la plupart seraient supérieurs à 36 kVA. Donc, cela, aucun souci, retour très rapide. Pour ce qui est inférieur à 36 kVA, là, pour des raisons, entre guillemets, les données sont plus sensibles, les données personnelles au niveau du RGPD sont plus sensibles pour les inférieurs à 36. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc là, si on arrive à faire le lien dans nos outils avec le numéro de SIRET, c'est pour ça qu'on le demande, là aussi, ça sera automatique, ça passera dans le même délai que les précédents. Par contre, si jamais, pour une raison X ou Y, le numéro de SIRET ne matche pas ou qu'il soit absent de notre base de données, on sait que ça arrive. Et là, il va falloir une vérification, et là, c'est à la main, au niveau des adresses, parce que les adresses en France ne sont pas suffisamment normalisées, et donc il va falloir un traitement manuel. Pour les cas donc inférieurs à 36 kVA où on ne matche pas au niveau du numéro de SIRET, là, il y aura un traitement manuel. Pour ce traitement manuel, on a plus de mal à évaluer. Ça dépendra un peu comment les demandes vont être lissées sur la période à partir de janvier, puisque cette adresse, elle sera ouverte entre janvier 2022 et fin septembre 2022. Je ne sais pas si j'ai répondu, Xavier. Donc, un retour très rapide pour les cas supérieurs à 36 et où les SIRET match. Et puis derrière, un retour un peu plus lent pour les cas qui demanderont une vérification manuelle des adresses. Je sens qu'il va y avoir encore des annonces pour mars de l'année prochaine, puisque vous aurez sûrement progressé sur les moins 36 kVA. Et je te laisse continuer, Frédéric. Non, mais c'était moi j'ai terminé. Voilà, le cœur, c'était bien que la plupart que toutes les personnes, si possible aujourd'hui, puissent avoir une vision claire sur le fait Enedis va transmettre pour le flux. Transmet directement, bien sûr, aux clients, mais va transmettre également à Opérate de manière automatisée les consommations, donc quelque chose qui est industrialisé. Et pour la partie historique, on n'a pas voulu les assujettis, comme le slide actuellement là, ne garder que le point 1, c'est-à-dire l'autonomie, et chacun se débrouille. Ça aurait été, je pense, compliqué. Donc voilà, on a opté pour cette solution qui est peut-être un tout petit peu moins automatique que ce qui aurait été fait via la plateforme Opérate, mais qui va permettre d'apporter, selon moi, une vraie aide aux assujettis. Très bien. Il y a une autre diapo? Non. Si ce n'est ma photo. Allons-y, oui, c'est ce que je pensais avec la photo. Voilà. Donc il y a la diapo, effectivement, Frédéric, avec ta photo et les coordonnées. S'il y a une question, le public aura accès à cette présentation, puisqu'il y avait aussi il y avait d'autres adresses email qu'il y avait dans ta présentation. Je crois que c'était pour l'année de référence. Hein, si on revient sur, si tu veux bien revenir sur la présente. Voilà, là, il y avait aussi demande d'accès Data Conso. Data Conso ELEC. Voilà. Donc là, il y a une adresse. Ouais. Et puis, il y a l'adresse sur le dernier slide. Voilà, mais celle-ci qui sera efficace, si j'ai bien compris, qu'à partir de janvier. Exactement. Il y avait une question que je me posais, Frédéric, c'est en termes, là j'arrête le partage, en termes d'accompagnement technique, autrement dit, les collectivités, on a vu qu'il y avait des acteurs qui étaient à la table ronde accompagner au quotidien les collectivités. Est-ce qu'Enedis, vous avez aussi des collectivités qui vous appellent et sur lesquelles vous pouvez un peu les accompagner sur ce décret tertiaire pour la compréhension, les enjeux, par où ils doivent commencer? Alors, on fait plus, enfin, selon moi, hein, après, il y a des élus dans la salle qui vont pouvoir confirmer, mais on fait plus que ça dans le sens où on couvre le territoire français avec 25 directions régionales, et dans chacune de ces directions régionales, il y a des directeurs territoriaux. En Île-de-France, c'est un par département. Chacun a une équipe d'une dizaine de personnes, donc ça veut dire 10 personnes par département dédiées à gérer les relations avec les élus, les maires, les collectivités locales, les conseillers départementaux, les syndicats d'énergie, nos concédants à qui on doit des comptes. Et donc,
tous ces interlocuteurs privilégiés pour les collectivités locales, non seulement peuvent les appuyer sur le décret tertiaire, mais également sur des projets de mobilité électrique, également sur des projets de rénovation outre l'aspect pur tertiaire, sur des projets aussi d'intégration ou d'énergie décentralisée ou d'autoconsommation collective. Donc, alors, bien sûr qu'ils peuvent nous appeler, mais j'espère qu'on est encore plus proactif et qu'on est suffisamment à leur côté pour essayer de leur donner toutes les clés techniques, généralement, qu'on peut leur apporter par rapport au réseau et aux données qu'on récolte du réseau. Ouais. Pour ma gouverne, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour moi, mais peut-être que les collectivités savent toutes, la ligne de partage entre le syndicat d'énergie et Enedis, parce que j'ai compris tout à l'heure, le syndicat d'énergie gère le réseau électrique ou gaz. Et c'est quoi la différence avec Enedis alors? C'est assez facile. Alors, assez facile, je pourrais parler, et puis M. Carme tout à l'heure aurait pu aussi en dire beaucoup de choses, mais pour faire simple, en France, le réseau de distribution n'appartient pas à Enedis, il appartient aux collectivités locales. Et elles nous concèdent l'exploitation de ce réseau à travers des contrats de concession, généralement de 25 ans. Ces collectivités locales-là, ces communes, souvent, se regroupent, et elles ont raison de le faire, elles regroupent et elles délèguent leur propriété du réseau à un syndicat. Et c'est le cas, par exemple, du CIGEIF, qui représente en fait un certain nombre de communes en tant que propriétaire du réseau de distribution et gestionnaire du contrat de concession avec Enedis. C'est-à-dire que Enedis signe un contrat de concession avec le CIGEIF en s'engageant sur une exploitation, sur des objectifs de performance, de non-coupure ou de réduction d'un certain nombre de choses, enfin bon, un certain nombre d'éléments. Et derrière, le concédant est là pour vérifier qu'Enedis, donc le CIGEIF est là pour vérifier, pour le compte des collectivités locales, qu'Enedis fait bien son travail, si je peux résumer ainsi. Ouais. Mais donc il y a des trous dans la raquette, il y a des endroits sur lesquels les collectivités sont pas adhérentes d'un syndicat d'énergie. Alors, il y en a certaines qui peuvent, il y en a encore quelques-unes en Île-de-France, et petit à petit, elles rejoignent les syndicats, mais effectivement, une collectivité, par exemple Paris, alors Paris, c'est forcément un peu particulier, c'est à la fois un département, c'est une ville, mais gère son propre contrat de concession avec Enedis. Ouais. Ok, bah c'est clair. Merci Voilà. de m'avoir On n'est clarifié pas propriétaire, on est sujet. exploitant, et les syndicats sont, entre guillemets, propriétaires pour le compte des collectivités locales des réseaux. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de demandes de la part des collectivités, beaucoup d'interrogations, ou c'est encore un peu flat, un peu plat comme de la part? On sent de toutes parts des vrais engouements. Il y a l'engouement autour de la mobilité électrique, Ouais. même si derrière cet engouement, il y a plein de questions, et on se rend compte qu'aujourd'hui, peut-être que personne ne peut imaginer à quoi va ressembler la mobilité électrique quand il y aura 30 millions de véhicules électriques en France. Mm. Et je pense qu'en étant plusieurs, chacun apportant sa pierre, on arrive à construire un peu une vision. En ce moment, on parle beaucoup des bornes de charge très rapides, qui ont longtemps été délaissées. Est-ce que ça sera plutôt ça le modèle des copropriétés? Donc, il y a des vraies questions, il y a un vrai engouement, mais en fait, les acteurs sont un petit peu nombreux et pas forcément tous alignés. Après, il y a des vraies discussions autour des services autour de l'éclairage public qui intéressent beaucoup les collectivités locales. La rénovation, ça dépend des collectivités locales. Et puis derrière, l'intégration des ENR, ça c'est quelque chose qui là aussi, et vu ce qu'a dit notre président il y a 2 semaines, forcément, je ne parle pas forcément d'éoliennes pour froisser personne, mais au niveau des énergies renouvelables, il faut changer de braquet au niveau du nombre et de la puissance à raccorder sur le réseau si on veut arriver à 50% en 2050. Donc, c'est un sujet aussi. Donc, voilà, c'est les grands sujets en ce moment. En plus de la précarité énergétique, qui est un sujet malheureusement un peu constant, c'est rénovation, mobilité électrique, intégration ENR, et ça débute l'autoconsommation collective. Oui, donc est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, une collectivité qui rentre dans ce dispositif décret tertiaire, on était très focus décret tertiaire, mais quand on regarde de manière un peu plus globale, il faut qu'elle vienne vous voir pour dire, voilà, il faut que j'ai une vision un peu globale de ce que je veux faire, à la fois décret tertiaire, rénovation énergétique, mais aussi mobilité électrique, autoconsommation, ENR, parce que tout ça, finalement, ça converge quelque part. C'est des sujets qui sont presque, j'allais dire, obligatoire aujourd'hui à être adressé. Alors, avec des différences entre, comme tu le disais tout à l'heure, des communes qui ont des moyens importants au niveau des ressources ou pas. Mais quoi qu'il en soit, nous, on est au cœur. Je vais donner juste un chiffre. 87%
de la production décentralisée en France, solaire, éolien, peu importe, 87% est raccordé chez nous, sur le réseau. Donc, on sait qu'on est au cœur de cette transition énergétique. On souhaite qu'elle s'accélère et donc on veut travailler avec toutes les parties prenantes, à commencer par les collectivités locales, sur tous ces sujets. Donc, bien sûr, si ce n'est pas Enedis qui est allé en premier, bien sûr, un coup de téléphone et très vite, il y aura un rendez-vous avec un interlocuteur privilégié. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci Frédéric pour cette présentation.